C'était long, mais on arrive enfin dans le premier Makai, monde des démons, lieu où nos héros sont attendus par la police militaire, l'escadron spécial de Goma, ainsi que par Alinsu et ses deux créatures, Majinku et Majindu, qui réunira en premier toutes les Dragon Ball. Et quel sera le rôle de Neva dans cette série? On va voir ça dans ce DB Review. Yo tout le monde, bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour l'épisode 14 de Dragon Ball Daima, review aujourd'hui de cet épisode qui porte pour titre Tabou. Ouais, le tabac c'est tabou, on en viendra tous à bout. Si vous avez la rêve, dites-nous ça dans les commentaires. Blague à part, on est du coup parti. Avant, petit abonnement, bien sûr, ça on aime bien. Avec le scénario de Yuko Kakihara, ça nous dit quoi? Dans le deuxième Makai, Goku et ses amis arrivent devant le Warp qui devait leur permettre de rejoindre le premier monde des démons. Mais celui-ci semble endormi. Neva comprend que le grand Warp a été désactivé et après une vaine tentative de Goku pour passer à travers le gouffre qui relie les différents Makai, le vieux Namek désactive les portails qu'il avait lui-même installés il y a fort longtemps. Nos héros regagnent ainsi le premier Makai en volant, puisque leur avion lâche une nouvelle fois. Et oui. Alors que pendant ce temps-là, Goma et Degues reçoivent la visite de l'escadron spécial de la police militaire, un groupe de 5 soldats d'élite convoqués pour endiguer la menace que représente l'arrivée de nos héros. Ceux-ci sont d'ailleurs accueillis par la police militaire dès leur arrivée dans ce nouveau monde. Voilà pour le petit synopsis qui vous rappellera le contenu de l'épisode si vous l'avez vu il y a quelques jours ou si vous ne l'avez même pas vu, c'est possible aussi. Il y en a quelques-uns qui regardent nos vidéos sans avoir vu les épisodes. Coucou à vous. On va voir ce qu'on a appris avec cet épisode et on commence avec Pansy qui n'a pas perdu que sa bouée lézard et des bricoles à cause du Kraken, puisque son appareil GPS, qui sert aussi de moyen de communication, a disparu. Elle utilise donc l'émetteur de l'avion d'Aibis pour contacter Peral, qui travaille pour le roi Kadan. Celui-ci lui apprend que le roi s'est mis en tête de voler un appareil de son côté pour tenter de rejoindre sa fille. Celle-ci nous apprend d'ailleurs que bien que son père soit roi, ils ne sont pas très riches et doivent donc voler des vaisseaux pour en avoir. Ce à quoi Bulma propose de lui donner plusieurs appareils en échange de Magilight, vous savez le métal carburant des avions du Makai qu'on a détaillé dans l'épisode précédent. Le Daimakai possède aussi son propre escadron spécial, celui-ci est composé de 5 membres qui répondent au doux nom de Kadem, qui, pour rester dans le champ lexical des fleurs, comme tous les Majin, a un nom qui dérive sûrement de Kaden, donc un maquillage floral, mais peut aussi provenir de l'anagramme de Mukade, un centipède, comme on en voit d'ailleurs dans des BGT. Sur X, Herms pense d'ailleurs que les noms des membres de cette troupe font également référence à des noms de bestioles. Kademu est le capitaine de l'escadron, donc Taicho en japonais, tout comme l'était Ginyu. Danima proviendrait de Madani, une sorte de tic. Hylia se réfère directement à Hylia, une plante de la famille des Rubiacées, mais peut aussi être l'anagramme de Hyari, des fourmis de feu. Mashimu est peut-être une anagramme de Mamushi, une espèce de vipère, et Gaimoi, Imogai, donc un cône ou un escargot marin. Le nom de Kempe Tokusentai est d'ailleurs presque un jeu de mots également, puisque police militaire se dit Kempetai. Là on a rajouté Toksen, avant le tai de troupe, qui est donc identique, ce qui nous donne l'escadron spécial de la police militaire en gros. Et on apprend, comme je l'avais supposé aussi dans les prédictions de Baba, que c'était bien Neva qui avait établi ces portails, et c'est donc lui qui va les lever dans cet épisode. Il nous explique ensuite qu'il a créé ces fameux portails pour bloquer les va-et-vient entre les différents mondes, car régulièrement, le deuxième Makai subissait des invasions et des visites d'autres Majin, venus des premiers et troisième Makai. La surprise est donc d'apprendre que cette restriction n'a pas du tout été commanditée par le Daimao, et donc par le premier Makai. Elle s'est faite sans leur accord. On apprend aussi que les Warp ont été mis en place après cet événement, et que bien qu'ils permettent aux voyageurs de passer d'un royaume à l'autre, ils ont aussi une fonction de filtre, puisqu'ils sont beaucoup plus contraignants. Ainsi, après la mise en place de ces warps par le Daimao, le nombre de visites affluant au deuxième Makai, notamment pour y semer des troubles et déranger les paisibles Namek, s'est significativement réduit. Neva fait d'ailleurs une invocation en Namek dans cet épisode se terminant par Pupilito Palo, comme pour l'invocation de Porunga. Heureusement, le contenu même de l'invocation Porutarato Dotorushi n'a rien à voir avec une invocation de dragon. Et on découvre aussi comment est constitué le Daimakai ici,
Enfin! Et il semble être entièrement sphérique, un monde à plusieurs couches, comme le montre ce schéma de l'épisode, avec les différentes entrées indiquées ici. D'ailleurs, il y a des tweetos qui ont reconstitué ce à quoi pourrait ressembler le Daimakai dans son ensemble, en tenant compte de ce plan resserré. Voilà, vous avez à l'écran ce que ça donnerait. L'aviez-vous remarqué? On peut voir une planète similaire à celle du Kaio du Nord, dans le deuxième Makai, dans cet épisode. Ainsi que dans l'ending de la série, on l'avait vu, hein, rappelez-vous. Et bien qu'il soit à proximité, Goku ne la remarque même pas. Malheureusement, on n'aura pas le bonheur de la visiter, puisqu'on a préféré s'attarder sur une planète de géants avec un écolier qui mange son goûter comme principale menace. Et vers la fin d'épisode, on découvre la fameuse supérette du royaume des démons. Celle-ci se nomme Gomato, donc Gomart, sûrement la contraction de Goma Market. Goma Market. Notez que l'écriture en miroir de ce monde nous informe que les chips ne s'appellent pas tout à fait pareil là-bas. On s'en fout, hein, mais c'est drôle. Au lieu de chips, donc avec la double consonne, ici on a chips, un peu comme le prononcerait quelqu'un qui ne parle pas encore tout à fait bien japonais. C'est fun, ça rappelle surtout que la langue Majin c'est du japonais très vague et en mode miroir en plus de ça. Et arrivé dans le premier Makai, notre petit groupe est poursuivi par la police militaire. Mais on remarque aussi que la température est extrêmement élevée du fait de la proximité avec le soleil. Un désagrément qu'on n'avait pas pris en compte dans les précédents épisodes, puisqu'on n'en avait tout simplement pas connaissance. Voilà, ceci explique cela. Ça renforce déjà pas mal les skills de Majinku et Edu, ainsi que du premier Tamagami, qui sont capables de combattre sous cette chaleur infernale. Voilà donc pour les petites informations qu'on apprend avec cet épisode. On va voir maintenant les références que fait cet épisode à d'autres séries ou au manga Dragon Ball. Et vous l'avez évidemment tous vu, l'escadron spécial de Goma et bien sûr une référence à l'escadron spécial Ginyu. Mais il ne s'agit pas d'une petite référence subtile, hein, comme ça a pu être le cas par le passé, ici ou là. Pour le coup, tout dans leur nom, leur présentation et la mise en scène de leur introduction fait référence à la troupe de Ginyu. Déjà le nom Tokusentai, donc escadron spécial littéralement, nos sous-titres sont restés sur commando, mais bon on s'y attendait, hein, ça masque totalement le mot spécial dans le nom de la troupe, mais c'est finalement un écho à l'adaptation française, hein, qui a déjà appliqué ça depuis plusieurs décennies. En VO, cette troupe d'élite a donc le même épithète, Tokusentai. Ils sont 5, comme l'escadron spécial Ginyu. Certaines poses vous semblent familières, c'est normal aussi. Ils font leur spectacle de pose ridicule devant leur maître, qui apparaît gêné et rougi de honte en voyant ça, avant de lâcher un Gokuro, autrement dit, bon travail. Un peu comme le Matteimashitayo de Frieza, qui veut dire je vous attendais, timidement prononcé, comme s'il était gêné. Enfin, après cette introduction, les différents membres de l'escadron spécial s'amusent de leurs futurs adversaires en se moquant d'eux, ayant même du mal à croire que des enfants aient pu battre des Tamagami et causer autant de tort au Daimakai. C'est aussi un peu ce que font les membres de l'escadron spécial Ginyu quelque part, qui se réjouissent ouvertement d'avoir la chance de pouvoir aller botter l'arrière-train de Vegeta et des 2 terriens qui l'accompagnent, comme si c'était une tâche extrêmement facile. Et sinon, comment faire un épisode de Dragon Ball Daima sans faire référence à Dragon Ball GT, je vous le demande? Eh bien, c'est quasiment impossible. Aussi, comme dans DBGT où l'on avait le Mega Cannon Sigma, un commando d'élite sur la planète M2, ici on a le même écho au Ginyu Tokusentai. La seule différence, c'est que les membres du commando M2 n'étaient que 4. Autre petit clin d'œil, sinon, la scène du Combini, la supérette dont on a parlé, Toriyama Sensei en a mis pas mal ci et là ces dernières années. Peut-être qu'il s'y rendait plus régulièrement, voilà, dans la fin de sa vie, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est là pour apporter un petit côté proximité avec le public, et aussi, malgré tout, un décalage avec le monde dans lequel on est plongé, hein, puisqu'on est quand même chez les démons. Aussi, durant le combat contre les Terriens et Vegeta, l'escadron spécial Ginyu pariait une tablette de chocolat sur la victoire de Gurd. Plus tard, Bertha pariera même un parfait au chocolat avec Rikun. Apparemment, ces guerriers Majin aiment eux aussi le chocolat. On est parti pour nos commentaires. Allez, let's go. Le premier truc, je te propose de parler de Goku qui tombe pendant un quart d'heure dans cet épisode. Ouais. C'est vrai que j'ai pas trouvé ça très crédible. Et en fait, de manière générale, tu vois, l'épisode et le fait que Goku tombe comme ça un quart d'heure, et même tout ce qui est greffé dans cet épisode, je me suis posé la question si j'étais le public cible. Parce qu'il y a beaucoup de... Comment je peux t'expliquer ça? Faut vraiment, mais vraiment pas être tatillon. Tu vois, faut prendre les trucs qui viennent pour du divertissement, mais il faut pas chercher plus loin. J'ai eu cette sensation avec cet épisode. Goku qui tombe pendant un quart d'heure, l'autre il a le temps de faire Papulito, palo. Attends, j'ai un appel de SFR. Attends, ouais, le SFR, ouais, non, mon abonnement, je vais le changer. L'autre il fait
Et surtout, personne n'intervient, tu vois. Moi c'est ça qui m'a rendu fou. C'est que Goku tombe, ils peuvent tous voler à part Bulma. Ils peuvent tous, même Neva. Neva, il se met à flotter au-dessus de Goku comme ça, il met sa main, littéralement, il peut agir, tu vois. Ils peuvent tous voler, il n'y en a pas un. La seule qui réagit, c'est Pansy. Mais même elle ne va pas voler. Et Vegeta aurait pu aller récupérer Goku, Piccolo aurait pu récupérer Goku. Tous, même Glorio, il aurait pu plonger, récupérer Goku. Mais tout le monde. Il n'y en a pas un. Et le pire, c'est qu'après, alors là, faut m'expliquer ce con de Neva, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il ouvre, il va ouvrir les portails, c'est très bien, on s'en doutait. Mais il ouvre le portail du haut. Alors que Goku, il tombe dans le bas, on a vu qu'il s'est fait électrocuter il y a 2 secondes. Il ouvre le haut avant d'ouvrir le bas. Mais personne fait ça. Personne fait ça, il y a zéro logique. Ou alors il aurait fallu nous expliquer. Et là, bon, c'est l'explication que ceux qui veulent défendre la scène vont trouver. C'est que, ouais, en fait, s'il t'ouvre pas le haut, le bas, il s'ouvre pas. On nous le dit pas, ça. Ça, c'est inventé. Ça, c'est dans la tête de celui qui veut trouver une logique. Mais ça n'existe pas. Dans l'épisode, ça n'existe pas. Dans l'épisode, il fait juste, ouais, j'ouvre d'abord en haut, ou ensuite j'ouvre en bas pendant que l'autre il tombe, et puis finalement, il est même pas tombé au fond. C'est tout, en fait. Non, cette scène, en vrai, elle est, en termes de longueur, est totalement improbable, en fait. Ouais, j'ai un autre truc qui alors ça titille ma suspension consentie d'incrédulité, c'est le cas Neva. C'est-à-dire que Neva, il est vraiment à part. Et quand tu vois ses pouvoirs, c'est le gars qui a créé ce double portail finalement, que personne ne sait désactiver à part lui. Il y a personne qui sait gérer son pouvoir magique finalement de truc. C'est lui qui gère les Dragon Ball. Il fait ce qu'il veut en fait. C'est-à-dire le Makai est à lui quoi. Et il n'y a personne qui lui dit quoi que ce soit. Mais il y a quand même des gens qui tentent des menaces. En fait, il y a un... Comment je peux t'expliquer ça? Il y a un parallèle qui se fait pas de manière super logique entre les capacités qu'on nous vend de Neva, qui semblent incroyablement élevées, même s'il est pacifique, hein, on a bien compris que c'est pas un Namek guerrier, donc il va pas aller en frontal mettre une tête à Dabra à l'époque, tu vois. Et en même temps... bah, t'as toute cette ce gouvernement, ces mecs sont censés des entités, des Majin, des trucs et tout, oh là là, ils étaient dangereux et tout. Mais Neva, il fait rien. Tu vois, il y a un truc, il y a un déséquilibre, je trouve, entre ce qu'il sait faire, ce qu'il a fait, et ce qu'il a pas fait, en fait, finalement. Ouais, normalement, il aurait dû être recruté par les Daimao successifs et bosser pour le Daimao, tu vois. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure... tué. Ouais, bon ça il pourrait pas parce que c'est pas un combattant. Mais il aurait pu faire quelque chose peut-être avec les Tamagami. Il a créé des entités extrêmement redoutables. Donc de ce point de vue-là, oui, peut-être il aurait pu être une menace pour prendre le pouvoir. Je sais pas s'il aurait pu les tuer, comme je te disais. Mais il y a aussi un truc très bizarre parce que certes il est pacifique et pacifiste. Il a empêché les invasions du deuxième Makai et notamment de la planète des Namek. Et notamment, les invasions de gens du premier Makai. Ils sont pas révoltés. Ça, c'est bien. Ouais, mais ils sont pas révoltés. C'est-à-dire, les gens, c'est les dirigeants. Tu leur dis... C'est genre... Je dis n'importe quoi, j'invente. On est en France. Il y a, je sais pas, moi, le président de la République et toute sa clique, ils vont tout le temps dans un endroit en France, etc. Et ça commence à faire chier le maire local. Donc le maire local, il crée des murs et puis plus personne peut rentrer. Mais t'es en France, en vrai. Et ils disent rien. On laisse faire. Ils ont juste créé un je te dis, c'est... Donc, il fait ce qu'il veut, Neva, en vrai. Bah, c'est ça la rébellion. La rébellion, c'est... on peut pas passer, bon, on va faire des warps. On va faire des poissons, on va passer dans leur bouche, et puis on va passer d'un à l'autre. Oui, c'est ça, Neva, il fait ce qu'il veut, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le gars, il est omnipotent, quoi. Il a créé des Dragon Ball pour réaliser des vœux. Qui peut être une menace avec des Tamagami que personne ne sait battre. Il fout des barrières en haut, en bas. Ouais, laisse-moi tranquille, je fais qu'est-ce que je veux. Mais il aurait pu tout faire en fait, le gars. Et c'est ça en fait. Il y a une dissonance entre ce qu'il sait faire et les actes en face qu'on laisse faire. Je sais pas. Moi, je peux comprendre je peux comprendre sur l'aspect, tu sais, les Namek sont Kicho, il avait dit. Les Namek sont précieux parce que c'est les seuls justement à pouvoir créer les Dragon Ball, etc. Mais la problématique que j'ai avec ça, je suis d'accord avec le fait que les Namek sont précieux, faut les préserver. Peut-être que c'est pour ça que les Daimao successifs n'ont pas été, durs avec les Namek et avec Neva malgré tout ce qu'il a fait, qui va un peu à l'encontre des règles du Daimakai. Mais ça me gêne dans le sens où finalement personne n'arrive à récupérer les Dragon Ball. Donc à quoi ça sert en fait? Tu vois, si jamais ils en bénéficiaient les Daimao, si en fait le Daimakai bénéficie à chaque fois des pouvoirs des Namek, ça aurait de l'intérêt que de les trouver précieux et de les préserver, de prendre soin d'eux.
Mais vu qu'il n'y a aucun connard qui récupère les Dragon Ball en vrai. Donc ils servent à rien en fait. Neva sert à rien et les Dragon Ball du Daimakai servent à rien aussi. Ouais. Tu vois, c'est tous des petits trucs comme ça que je pointe du doigt dans le scénario. Et pareil, alors l'inspi des Ginyu Tokusentai, je vais pas te dire que ça ne m'a pas fait rire. Moi, ce passage en termes d'humour, où c'est un concentré de cassos qui préfère bouffer, il casse le palais et tout, moi, ça m'a fait rire. Mais dans le fond, je me dis, mais c'est vraiment même plus de l'inspiration, c'est du copier-coller le bazar. Et en fait, le copier-coller me dérange parce que je me dis, mais ils n'ont pas d'inspi, ils peuvent pas faire autre chose, ils peuvent pas trouver. Et c'est ça, je me dis, ouais, c'est dommage de faire un copier-coller en fait. Donc, au-delà du fait que tu vois, je sais faire la part des choses, je sais rigoler, mais je sais aussi reconnaître que bon, j'ai déjà vu moi ça. Moi, j'ai arrêté de rigoler. J'ai arrêté de rigoler à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était exactement la même scène. C'est-à-dire qu'au tout début, quand ils sont assis sur le fauteuil, qu'ils mangent et qu'ils se rendent pas compte que leur maître est là, bon, ça c'est plutôt marrant, tu vois. Mais quand après c'est exactement la même scène et les mêmes répliques surtout, là je me suis dit bon, et je me suis dit ça sert à rien. Cette scène, c'est exactement ce qu'on a déjà vu. J'aime pas revoir ce qu'on a déjà vu, vous le savez. Et puis finalement, le dernier point qu'on peut peut-être aborder, c'est que je le dis assez souvent. Mais les scénarios, généralement, de Toriyama Sensei, pour tout ce qui est des productions récentes, et là ça sera le dernier du coup, normalement, scénario de Toriyama Sensei, sont adaptés. Vous le savez, il fait un court scénario, et à partir de ça, on en fait des séries ou un manga. Donc c'était le cas avec Dragon Ball Super, c'était le cas avec énormément de scénarios récents, il nous fait le tournoi du pouvoir, voilà, il nous dit, il va se passer ça. Le gros du plot, c'est Goku et les autres, ils vont se rendre là. Les 10 participants, c'est eux, il n'y a pas Majin Buu, et ils vont tomber contre le Pride Troopers numéro 1, c'est Jiren, ils vont se battre, et tous les univers seront défaits. À la fin, c'est l'univers 11 contre l'univers 7, et puis ça se termine avec la victoire et le vœu de numéro 17. C'est ça le plot en fait, il nous écrit pas beaucoup plus que ça en vrai. Donc tout le reste, c'est brodé, c'est les scénarios des scénaristes successifs, pour ce qui est de l'animé, et de Toyotaro pour ce qui est du manga. D'où les énormes différences. Il y a la trahison de Frieza, etc. Ça, évidemment, vu qu'on le retrouve dans les mêmes scénarios, c'est aussi certainement de lui. Là, pour Dragon Ball Daima, c'est un peu ça, dans le sens où, rappelez-vous, peu après sa mort, on apprenait qu'il avait été appelé, en fait, pour Dragon Ball Daima. C'est pas de son propre chef qu'il a dit « je vais créer une nouvelle série ». Déjà, il n'avait jamais écrit de série, hein, rappelez-vous, il a écrit un manga. On l'a appelé, au début, il n'était pas très chaud, et finalement, il s'est dit « ok, pas de souci », et il a écrit le scénario. Mais je sens, avec tous ces épisodes à rallonge et avec les redites de schémas, de patterns, où le vaisseau marche pas, il faut lâcher le vaisseau, et ceci et cela, les gags aussi redites, le gain de temps là avec Neva, Goku qui tombe et tout ça qui est tellement illogique, qu'en fait tout ça est rallongé de manière superficielle, là où le scénario est à mon avis beaucoup plus concis. Et je pense du coup que le scénario initial de Toriyama Sensei n'est pas taillé pour tenir même sur 20 épisodes. Et du coup, c'est rallongé superficiellement pour pouvoir nous donner une tension ou un contenu d'épisode, et c'est ce qu'on a eu avec l'épisode 13, et c'est ce qu'on a eu là avec une moitié de cet épisode-ci, pour arriver au final. Parce que je pense que Toriyama, il a juste écrit Neva ouvre le portail, il se rentre dans le premier Makai, et puis là, l'action va commencer. Mais je suis pas sûr qu'il nous ait... Je suis même certain, à 100%, qu'il a jamais écrit Goku tombe pendant une demi-heure, il n'y a personne qui va le sauver, Neva il ouvre en haut avant d'ouvrir en bas, toutes ces conneries-là. Non, c'est rajouté pour avoir du contenu dans cet épisode, clairement. Mais je suis aussi convaincu que toi. Et véritablement, je pense que l'explication est là. Mais ça m'attriste parce que je me dis, ça ne va pas écrire des scénars, en fait. Parce qu'avoir un fil conducteur n'empêche pas de nourrir le fil conducteur d'un scénario avec des intrigues et des choses intéressantes, des trucs palpitantes. Là, leur niveau d'inspiration, alors qu'on parle de Dragon Ball, je la trouve quand même assez... limité, et c'est ça qui, je sais pas, je trouve ça étonnant. On dirait des amateurs, c'est bon. Écoutez, je vous propose du coup d'aller voir la meilleure partie de l'épisode, la réalisation de Gaku Yano. On a une très belle réalisation pour cet épisode, c'est pas l'épisode le plus magnifique, hein. Peut-être que visuellement l'épisode précédent était plus beau, bien que plus vide,
Mais on a quand même de très beaux plans. On a énormément de plans larges, ce qui fait du bien, franchement. En plus d'aider à faire respirer le storyboard et le spectateur, ça aide aussi à montrer ô combien les endroits qu'on visite sont vastes et ou cloisonnés selon ce qu'on veut nous montrer. On a souvent des plans larges assez figés dans Daima, mais pas ici. Puisqu'on a aussi beaucoup de travelling, mais des travelling qui pour le coup servent à quelque chose. De très beaux plans qui s'enchaînent. Avec par exemple, j'ai noté ce plan du ciel dans les yeux de Pansy qui observe le résultat de la levée du bouclier protecteur. J'ai trouvé ça magnifique puisqu'on enchaîne ensuite avec un joli travelling qui va nous montrer ce superbe ciel qui semble nous dévoiler une sorte d'aurore boréale. C'était franchement super beau. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est une des parties qui m'a le plus plu. Je dis, oh, c'est bien pensé. Ça faisait très cinématographique, en fait. Ouais, et pour cause, on peut remercier aussi la photographie, je trouve, hein, parce que la photographie fait un super taf. Les différents environnements dans cet épisode sont, encore une fois, super bien retranscrits. On n'a jamais l'impression d'être au même endroit, en fait, c'est ça qui est bien. Chaque lieu a son cachet visuel, sa colorimétrie ou sa luminosité propre. Ouais, ça apporte des ambiances. On arrive vraiment à distinguer, et on sait distinguer de manière inconsciente, grâce à tout ce travail-là aussi, les trois mondes. Voilà, tu sais que le deuxième, c'est une dominante verdâtre, pseudo-namékienne. Tu sais ce que tu vas y trouver. Le troisième, tu sais. Le premier, là, on dessine, etc. J'adore quand on y arrive, on pose l'ambiance. Tu vois. Ouais, c'était beau, c'est beau. Il y a des jeux de couleurs, une belle photographie, ça fait plaisir. Et du côté de l'animation, on avait Takumi Yamamoto, qui était directeur de l'animation. Pas de chef directeur de l'animation sur cet épisode. Takumi Yamamoto ayant fait déjà un travail absolument formidable, comme vous allez le voir, il était déjà directeur de l'animation sur l'épisode 6, avec le même réalisateur, Gaku Yano déjà. Vous le connaissez Takumi Yamamoto pour ces animations-là, sur les épisodes 1, 2 et 6, comme je l'ai dit, ainsi que dans l'opening et les eye-catch qu'il a lui-même réalisé. C'est un des animateurs qui a jusqu'à présent le trait le plus Daima qui soit. Bien rond, sans pour autant perdre de détails, et il a également fourni parmi les meilleures animations jusque-là. C'est donc fort logiquement qu'il obtient une nouvelle fois ce poste de directeur de l'animation qui lui permet de corriger les dessins et les timings. Pour le coup, sur cet épisode, il a énormément corrigé, si bien qu'on ne ressent quasiment pas le faible nombre d'animateurs clés présents sur celui-ci. Ils ne sont que 7, c'est pour dire. Hirotaka Yashima, animateur vétéran qu'on a beaucoup vu sur Dragon Ball Super, avec un trait très décrié, un quart très pointu et assez éloigné du style des character design, mais qui bosse plutôt vite, et qui signe les 3/4 des storyboards de Dragon Ball Daima, sauf ici, a beaucoup fait de cuts, donc de plans sur cet épisode, mais pas une seule fois pour vous dire. J'ai tilté que c'était son trait, donc qu'il était là ou ailleurs sur l'épisode, tout simplement car un bon 95% des plans de l'épisode semble corrigé. C'est donc un travail titanesque qui a été réalisé par Takumi Yamamoto et qui nous permet au moins de profiter du visuel très proche du character design de Nakatsuru, du coup, en plus de ça, à défaut de se régaler d'un scénario en béton. On va voir la bande-son. Allez, bande-son, du coup, compositeur Kosuke Yamashita. Vous le savez, tu sais, à part ce que tu as noté, à savoir la BGM de Neva qui utilise ses pouvoirs, je te laisserai donner ton avis dessus. Je suis triste de me dire qu'encore une fois, j'ai aucune musique qui m'est restée en tête. Aucun thème marquant. Il y a guère qu'un seul thème, c'est fou. Bon, après, c'est la scène de l'épisode, on va dire. Aussi dans le bon sens que dans le mauvais sens. C'est la scène importante de l'épisode dans le bon sens et c'est la scène la plus ridicule en termes de timing dans le mauvais sens. Mais oui. Belle BGM invocatrice un peu mystique de Neva qu'on retrouvait déjà quand il réunissait les Dragon Ball sur Terre, rappelez-vous. J'ai bien aimé cette musique là, mais c'est la seule. Ouais, bah tu vois, ce qui m'attriste c'est que prends à l'époque les arcs. Voilà, souvent vous le savez, on vous l'a dit plus d'une fois, les musiques que vous entendez, qui accompagnent du coup votre œuvre préférée, que vous êtes capable aujourd'hui, pour l'animer, j'entends, Dragon Ball et Z, de siffloter n'importe quand, étaient souvent inspirés des films et après insérés dans l'animé. Mais tu avais quand même des thématiques par arc. Tu vois, Namek, telle sonorité, une artificielle, telle sonorité, Majin Buu aussi. Pourquoi ils n'ont pas fait un ou deux thèmes très forts par monde du Daimakai? Ouais. Dans le troisième, t'as un thème qui revient de ouf. Tu vois, regarde, sur Namek, je fais...
Elle t'a marqué à vie cette musique. T'arrives dans le deuxième Makai, t'as une thématique forte comme celle-là. Et tu sais, tu la retiens. Tu dis, dans le deuxième, tu te rappelles, ce thème était ouf. Et puis t'arrives dans le premier, tu vois, fournaise et tout. Et là, bim, le thème du premier monde fort et tout arrive, à l'instar pour ceux qui connaissent Dragon Ball Super, par exemple, où tu avais eu le thème de Goku Black. On l'a tous retenu. Il est arrivé une fois dès le début, bim, tu as retenu la musique pour tout l'arc. Et tu fais un thème fort comme ça, tu arrives dans le premier Makai, tu dis, waouh, putain, j'ai changé d'ambiance, de photographie, de musique, je voyage. T'as pas ça. Et ça me rend triste, parce que les musiques, c'est hyper important dans une œuvre, donc bon, voilà, bref, je voulais dire sur la musique. Non, mais je suis plutôt d'accord. C'est dommage qu'il n'y ait pas de musique thématique pour les univers. Il y a des musiques thématiques pour des groupes de personnes. On l'a vu, la Kempetai, donc la police militaire, a sa musique. Neva a sa musique. Mais c'est plutôt calme, en vrai, en termes dans le contenu de l'épisode. C'est accompagnateur. Voilà, c'est ça. Heureusement, il y a le doublage. Le doublage de Neva, je l'avais déjà souligné. Hiroshi Naka, je trouve qu'il est incroyable. Heureusement qu'il est là, lui, plus sa musique sur la scène vraiment... voilà, dont on a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Parce que il est inquiétant, il a une petite voix inquiétante quand il fait sa formule et tout. Il a du charisme, je trouve, ce personnage, malgré tout. Et sinon, on connaît aussi les voix de l'escadron spécial. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais on a parmi eux Riki Akoyama, qui incarne donc le capitaine Kadem, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est la deuxième voix du détective Kogoro Mori dans Détective Conan, depuis le remplacement d'Akira Kamiya en tout cas. Il a fait plein d'autres rôles super connus, je vous les afficherai à l'écran. Et puis l'autre surprise, si je puis dire, sans trop savoir si c'est vraiment une bonne ou une mauvaise surprise, c'est la présence de Taiki Matsuno sur le rôle de Mashime. C'est un seiyuu connu pour avoir été la voix d'Agumon dans Digimon, Koga dans Inuyasha, Trebol dans One Piece ou encore Pegasus, Helios, dans Sailor Moon Super S. Il est malheureusement décédé le 26 juin 2024. C'est donc le deuxième seiyuu dont on peut entendre la voix après son décès dans cette série, après Hideki Umezu, donc, qui a incarné le Tamagami No. 2. Signe encore une fois que Daima a maintenant été doublé depuis fort longtemps et que ces épisodes étaient donc en post-production il y a au moins 1 an, au minimum. Ouais. Conclusion, j'en ai déjà donné une bonne part pour ma part, donc je vais pas faire redondant, mais c'est pas que je suis déçu, mais je trouve que ça raconte rien. Voilà, ça fait 2 épisodes de manière consécutive qui sont presque inutiles. Si on enlève de l'intrigue, bon, à part le fait, comme tu l'as dit, on désactive les boucliers et on passe. Mais à part ça, qui est l'élément important pour faire avancer l'intrigue, c'est faible. Si, j'ai kiffé la scène à la Star Wars, là, à la fin, invasion, course-poursuite. Ouais. Bon, ça met un peu de... 20 secondes d'action. 20 secondes d'action, voilà. Ouais, super. C'est génial. Ouais. Après, on ne demande pas que de l'action, de toute façon, vous l'avez vu. Mais qu'un minimum ne soit pas redondant, qu'on n'utilise pas déjà des artifices déjà utilisés. La panne du vaisseau à chaque fois. Voilà, et puis un peu de logique et du rythme aussi. Ça manque beaucoup de rythme. Et il est officiel maintenant qu'on n'aura que 20 épisodes, puisque le tweetos Erdogan a relevé que sur le site Hulu, on avait le listing des épisodes qui avaient été jusqu'alors sous-titrés en anglais, et on a l'épisode de Daima confirmé comme étant le final. C'est l'épisode 20 qui sortira du coup fin du mois de février. Donc c'est même moins que ce que je pensais, parce que quand on nous disait il y aura une vingtaine d'épisodes, j'imaginais entre 21 et 24. Ça sera 20. Mais là non. Donc il ne reste que 6 épisodes, et c'est quand même toujours aussi lent. Ouais, c'est un épisode, voilà, comme ça. C'est un épisode, voilà, et j'ai envie de dire, même depuis l'épisode 12, on n'est pas gâté, parce qu'entre les incohérences de l'épisode 12 qui ont fracturé... ils nous ont fracturé la tête. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont kiffé leur épisode 12, parce qu'il y avait Vegeta Super Saiyan 3. Grand bien leur en face, pas de souci. Mais nous, entre ça, entre l'enjeu zéro du dernier épisode et celui-ci avec un rythme beaucoup trop lent et beaucoup de redondance, pour l'instant, c'est pas... On attend la fin avec grande impatience, mais pas la fin genre pour que ça se termine, mais la fin avec le climax, quoi. J'attends de voir le climax, qu'est-ce que ça va être. Ouais, parce que c'était les montagnes russes, on a été très contents, on était redescendu, on était recontent avec les épisodes 7 et quelques, on est redescendu. Bon, pour l'instant c'est ça, c'est un peu en dents de scie, donc on est là, on va voir ce que ça donne. Il nous reste encore 6 épisodes, on a moyen de se régaler avec cette série, on l'espère en tout cas. On va rester positif et on verra ça.
On reste positif, on est ensemble, c'est du Dragon Ball, ça nous plaît de parler de ça, c'est pas du tout un effort chez Fotaku pour répondre à sa vidéo, c'est pas du tout, quand on a des choses à dire, c'est toujours intéressant et un plaisir de partager. Et on se retrouve très vite sur DB Time, vos vidéos sur Dragon Ball, des bisous. Matane. Ciao. Nazum da no makaida